Donc, on va parler un peu listener, hein. Vous retrouverez ça partout. Il nous faut créer un auditeur, un listener, un écouteur, d'accord, pour récupérer tout simplement les callbacks, hein, de nos agents. Donc, encore une fois, hein, il y a différents types. On va faire que survoler, mais là, ce qui nous intéresse, c'est faire ce qu'on fait exactement sous Metasploit, hein. On veut la Rolls-Royce, hein. Chez Metasploit, c'est le métarpréteur, et on va voir, hein, par défaut, il fonctionne sur le 31 337, d'accord, 3 litres, si vous parlez lead speak. Alors, c'est super simple, on va aller là-dedans, d'accord, on va aller dans le listener. Dans le listener, on voit qu'on a quoi? On a du bind et on a du reverse shell. Vous avez compris que on va faire du wait for, on va attendre que lui se connecte à nous et pas un shell de liaison directe, sinon on va se casser la tête sur le pare-feu, vous l'avez compris. Donc là, on va lui mettre notre port, 1 Elite, 3 Elite, donc 3, 1, 3, 3, 7. Donc le shell, c'est quoi? C'est le classique, style Net4, hein, donc c'est le petit frère. Et on a le shell inverse, amélioré, standard, qui est le métarpréteur. C'est celui qu'on veut. D'accord? Donc là, on va lui demander de démarrer le listener. On voit qu'on retrouve un peu la syntaxe qu'on a dans Metasploit, sauf qu'on est via une GUI. Ok, donc là, ça écoute sur le 31 337. Parfait. Donc on voit qu'il utilise en effet un SF6, il utilise le multi-handler de Metasploit. Donc vous devriez être en terrain familier. Ok, on a notre auditeur. D'accord, maintenant il nous faut générer. On a vu qu'on va s'attaquer à du Windows, je vous le dis. On va utiliser le métarpréteur et on lui a demandé un multi-handler. Pourquoi? Parce que généralement, qu'est-ce qu'on veut? On l'est là. Notre auditeur, on l'a configuré pourquoi? Pour récupérer un callback d'un métarpréteur en reverse TCP pour la plateforme Windows. Donc vous l'avez compris, c'est exactement ça qu'on va générer à nouveau. D'accord, il n'y a pas de secret. Puisque si ton auditeur, ton listener, il n'est pas configuré comme ta charge utile, offensive, tu risques pas de récupérer la communication. Il faut que les deux soient les mêmes. Tu es dans un super shell. D'accord? Tu es dans ton shell. Tu vas pas ouvrir une autre fenêtre. Là, tu as exactement comme Metasploit, tu as chargé en mémoire quoi? L'interface graphique et rien ne t'empêche de quoi? Mais d'utiliser ton shell. Ok, donc ce qu'on peut se faire, c'est déjà un petit scan. Tu vois, un petit nmap scan. Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Alors là, ça va être, je vais lui dire juste un ping scan, d'accord? Et on va se scanner un subnet. On va prendre la machine, elle est en 255.112, donc je vais lui dire en 10.255 slash, on doit être en 24, SID, classe C. D'accord? Donc ça a scanné et on voit que ça m'a ajouté les machines. D'accord? Maintenant, sur chaque machine, je vais pouvoir vérifier les services et faire des scans encore plus poussés, si tu veux. Alors, ça, je suis pas un bâtard. Pourquoi? Parce que là, je vais attaquer des élèves. Donc, je vais pas pirater des jeunes puceaux qui débutent en cybersécurité. On va faire ça sur le serveur qui nous intéresse. Donc, tu vois, je peux aller dans le service. Ok, donc là j'ai une capture d'écran, je vais pas le faire, j'ai envie de gagner du temps, la vidéo va faire des heures. Voilà le callback. Une fois qu'on a le callback, la machine apparaît, vous allez le voir par la suite. Et quand il y a une sorte de foudre, d'éclair là autour de la machine et qu'elle est en rouge, c'est qu'elle a été pawn, elle a été compromise. À partir de là, on peut se servir de cette machine pour pivoter sur les comptes, faire notre escalade de privilèges ou se servir de cette machine pour pivoter vers d'autres machines. Et c'est ça qu'on va faire. Donc voilà, c'est vraiment les bases. J'espère que j'ai été clair. S'il y a quoi que ce soit, vous me le dites dans les commentaires. Vous avez le CTF de toute façon à faire. Passez derrière moi. C'est bien d'écouter une vidéo, mais après faites-le. Je vous ai dit 9 euros, moins de 10 euros par mois. Si vous voulez débuter, je vous encourage vraiment, si vous avez un petit niveau, à faire du try avec me pour ensuite passer à des choses beaucoup plus costauds. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a différents protocoles, on en a des communs, on a du standard, du non standard. Notre listener standard, vous le connaissez, celui qu'on utilise le plus souvent, c'est le Net4, d'accord? Il va ouvrir un socket TCP ou IDP, un raw socket comme on l'appelle, brut, en envoyant des commandes en texte clair. Donc tu as bien compris que si c'est en texte clair, ça veut dire que ça va pouvoir être intercepté en sniffant les paquets réseau via une attaque de l'homme du milieu. Et pour la sécurité des opérations, j'ai envie que tout soit chiffré. C'est là où on passe à du HTTP, pareil, mais bon, HTTP, on change de protocole, mais c'est pas chiffré. Mais par contre, on a
du HTTPS, d'accord? Et c'est là qu'on va mettre une sorte de serveur web. On va utiliser des techniques telles que le domain fronting et nos profils C2 malléables pour masquer notre serveur C2. Il va se fondre dans la masse. Le but, c'est de contourner ce qu'on appelle les NGFW, les New Generation Firewall, donc les firewalls de nouvelle génération, qui sont beaucoup plus performants. Et le but, c'est qu'il y ait peu de chance que le HTTPS soit bloqué en sortie sur une machine, même par les pare-feu, d'accord? Donc ça va nous permettre de contourner certains types de défense. Et on utilisera au maximum du HTTPS ou du DOH, du DNS over HTTPS. Je vais faire passer un flux non chiffré DNS dans un flux chiffré HTTPS. Et là, c'est le top. Donc on a des DNS classiques aussi, des listeners DNS. Ça peut faire le taf, même si c'est une technique qui marchait du feu de Dieu il y a 10 ans. Maintenant, ça commence à être de plus en plus connu. Mais ça peut être une technique, le DNS, pour exfiltrer. Je vous montrerai DNS4 et DNSCrypt qui permet de faire ça. Je vous montrerai comment on peut exfiltrer. Je reviendrai de toute façon sur les serveurs DNS. Je vous expliquerai comment fonctionne l'Internet, d'accord? Et il y a beaucoup de choses à dire, toutes les pins dorsales, le MAN, les backbones, les DSLAM, comprendre le fonctionnement des gateways, comprendre le protocole BGP. Si tu comprends pas ça, tu peux pas comprendre comment en fait t'arrives à te connecter à quoi? À d'autres réseaux privés. Pour toi, c'est transparent, tout est public, ça s'appelle Internet, mais en vérité, tu te connectes à plein d'autres réseaux privés, d'accord? Mais tous ces réseaux privés sont connectés via des protocoles qui permettent que on a l'impression d'être sur un seul réseau. D'accord? Mais tu sais très bien que l'extranet, l'Internet, ce n'est pas un seul réseau. C'est l'agglomération de milliards de réseaux, d'accord? Qui font Internet. Donc ça, il faudra bien le comprendre. Le principe de name server, les NS. Je reviendrai dessus. Il y a encore une fois beaucoup à dire, mais comprendre qu'on peut se servir des DNS. Il va falloir configurer un nom de domaine qui va être acheté, enregistré, avec un serveur NS public qui doit être configuré. Et après, via le DNS, on peut utiliser via d'autres outils et faire ce qu'on appelle du Meterpreter over DNS. Alexei Sintsov et Andrei Yanov Maxime qui ont travaillé là-dessus. Je vous mettrai des liens si vous voulez creuser, encore une fois, comment faire passer ton Meterpreter par d'autres canaux de communication. Et enfin, le SMB, qui est un des plus puissants via des canaux nommés, des namepipes SMB, populaires. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, sur certaines portions du réseau où les accès réseau sont restreints, on va pouvoir utiliser les beacons SMB pour contourner la compartimentation, comment on appelle ça? La segmentation du réseau. Je vais y arriver. D'accord? Ça va nous permettre de pivoter de façon plus flexible entre différents appareils et on va pouvoir même, à l'image de Cobalt Strike, faire communiquer différents appareils par d'autres appareils qui vont faire office de relais, de proxy, de serveur de mandataire. Donc voilà, le plus courant que vous utiliserez, c'est du HTTP, HTTPS, d'accord? Donc voilà, c'est vraiment les bases. Si t'as des complications sur un appareil qui peut pas facilement accéder à Internet parce qu'il est très sécurisé, je te conseille d'exfiltrer via le DNS, d'accord? Dans un segment réseau restreint, on va privilégier le SMB, d'accord? Et le HTTPS, pourquoi? Parce que si on a affaire à un pare-feu qui va inspecter, faire de l'inspection de protocole, comme c'est chiffré, on va pouvoir contourner. Donc c'est cette conjonction DNS, SMB, HTTPS, c'est vraiment les 3 protocoles qu'on va marier, conjuguer lorsqu'on fera nos cyberattaques. Ok, donc je suis reparti de zéro. Pour ce faire, vous faites un clear database et ça va retirer, si jamais vous aviez des machines, votre précédent engagement, ok, ça va nettoyer la base de données, on repart de zéro. Alors, on va, avant que vous vous amusiez avec l'outil, je vais vous montrer les bases. On va commander, contrôler, conquérir. Alors, l'énumération des hôtes avec Hermitage. Vous avez la possibilité de faire des scan and map. On va commencer par quelque chose de très simple. On va aller dans hôte. On voit nmap scan et on peut commencer très simple, faire un ping, on va lui faire un quick scan OS detect même, d'accord? Là, je connais ma machine, d'accord? Sinon, il faudrait quoi? Scanner tout un subnet pour découvrir les machines qui sont concernées. Moi, je sais que c'est la 241e et je lui mets le cidre, c'est
IDR. On est en quoi? En classe C, donc c'est un /24. Il va falloir apprendre le réseau. Donc là, on a le scan map qui commence. On voit les arguments qui ont été passés, dans tous les paramètres, pardon. Donc là, c'est la version light. On fait un T4 OF, SV, énumération des services, d'accord. Et on va voir ce qu'il nous trouve. Donc il nous dit que le scan est terminé et utiliser attaque pour trouver justement les attaques qui sont disponibles pour cette machine. D'accord. Donc on a notre petit serveur. Vous voyez que déjà, si je laisse appuyer, il nous l'a détecté. Il nous met le pictogramme Windows et il nous dit que c'est un Windows 7. D'accord. Donc on voit les ports qui sont ouverts. Windows 7, Windows 10, il hésite. En tout cas, il y a un workgroup. Voilà tous les ports qui sont ouverts. D'accord. Il fait le fingerprint. Et là, on a quoi? On a visiblement, il a scanné nos 6 machines. D'accord. Donc je vais pas attaquer les autres personnes, vous l'avez bien compris, je suis pas un salaud, je vais me focaliser là-dessus. Donc notre 215. Donc maintenant qu'on a scanné quelques machines, on peut faire quelque chose de plus poussé, qui va nous prendre beaucoup plus de temps. On peut faire un intent scan, par exemple, sur la machine. Donc je vais lui rentrer. Là, on va pinguer que cette machine. D'accord, il nous fait les 1000 premiers ports. Clic droit, je peux voir les services. Pour l'instant, il n'y en a aucun. Je peux faire un nouveau scan, si je veux. Et je peux moi-même modifier si jamais je vois que l'empreinte digitale est mauvaise, je peux moi-même changer, passer ça en du Linux, etc., etc., etc. D'accord. Donc vous allez pouvoir vous mettre des annotations. Vous allez pouvoir vous mettre des annotations. Voilà, d'accord. Donc on voit, il continue de scanner. Entre-temps, on peut passer à autre chose. Vous voyez qu'on va lancer des tâches, peu importe, elles se font en tâches de fond. Ok, donc maintenant, command and control. On sait bien du Windows 7, on le voit avec le NetBIOS, et on voit qu'il me donne beaucoup plus de détails. D'accord. Au niveau de nos flags, on a du SMB, donc on va commencer la compromission. Alors, on va utiliser une faille que vous connaissez tous, volée par les Shadow Brokers, Eternal Blue, une faille qui s'attaque au SMB, une faille de la NSA, de leur cyberjoujou, et c'est pareil, vous voyez qu'on a différentes choses. Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais vous montrer. On a vu Find Attacks, d'accord? Là, il nous dit que l'analyse de la surface d'attaque est complète, et maintenant, vous verrez dans le menu attaque les options qui s'offrent à vous. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, tu vois que j'ai un login qui est apparu, je l'avais pas avant, et on voit nos auxiliaires qu'on a dans Metasploit, nos exploits, naturellement, c'est ce qu'on va venir pousser, nos payloads, et tout ce qui est post-exploitation. D'accord. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut une faille Eternal Blue. D'accord. Donc on peut la rechercher. Je peux taper quoi? Pas perdre de temps et taper Eternal. Eternal Blue. On la trouve là. Parfait. D'accord. Je vais aller dessus. Voilà. Donc c'est du Java, c'est tout dégueulasse. Bienvenue dans le monde de Java, et ça nous dit que c'est bien une faille, un exploit du groupe Équation, donc joint venture entre l'unité 8200 et le TAO de la NSA, Taylor Access Office, où travaillait Snowden, et ça nous permet de faire un buffer overflow au niveau des opérations en mémoire, les mêmes moves, et justement au niveau du calcul du SRV2 field list size to NT, grosso modo on a une erreur d'implémentation mathématique où on utilise une D-word et on soustrait un word, et à partir de là du coup ça peut entraîner une corruption. On peut pousser un overflow via le protocole et on va réécrire la pile qui gère le protocole SMB, et du coup ça va nous permettre d'avoir quoi?
une escalade de privilèges et de passer directement NT Authority System sur la machine. Cependant, l'exploit peut faire crasher la machine, peut faire un BSOD, un Blue Screen of Death, ou même rebooter la machine. Donc, encore une fois, à utiliser avec parcimonie. Là, on voit le port en aléatoire, donc il nous le met. Il va falloir quand même que je l'ouvre, sinon ça risque de bloquer. On va se l'ouvrir. Donc le 3102, on va se l'ouvrir. « 31012 ». Il m'a ouvert le pare-feu, parfait. Ma machine, la host qu'on attaque, c'est bien celle-ci. C'est la 10.10.215.241. Ça, c'est ma connexion IP VPN. Ouais, c'est celle que j'ai définie au départ. Il n'y a pas de problème. Et on utilise bien le SMB, le port en 445. Je vais passer en automatique, même si en théorie, je sais que c'est un Windows 7, d'accord? Donc je pourrais même lui passer ça pour être un peu plus précis et voir si l'exploit est un petit peu plus fonctionnel ou pas. En cas de crash, je pourrais recommencer, retester, à moins que la machine soit complètement plantée. Et dans ce cas-là, vous êtes dans la merde. Donc, on peut utiliser un reverse shell, c'est ce que je vais faire. Je veux un reverse connection. Je veux une reverse connection pour contourner le pare-feu en sortie. Et on a aussi plein d'options avancées. Donc, vous voyez, techniquement, c'est tout ce que vous avez dans Metasploit, mais maintenant, tout est géré par une interface graphique. Donc là, on va faire simple. Je vais rester là-dessus. Le C-port, le group location, le C-host, le connection timeout, on peut peut-être le passer un peu plus. On va le passer à 25. Voilà. Donc, je lance l'exploit. Ça va essayer d'exploiter via un paquet fragmenté la pile d'AMRU sur le SMB et casser tout ça. Ok, donc on est dans le shell. Donc là, c'est bien, mais je peux faire post-module. Ça va me passer dans les post-modules et grâce à la post-module, on peut maintenant faire une élévation de privilèges. Vous voyez vous avez beaucoup de choses. Donc en Windows, on peut lui demander si c'est une machine virtuelle, les artefacts, les sticky keys. Je peux faire une attaque de sticky key. Je peux tuer l'antivirus si jamais il y en a un. Donc il veut ouvrir le 4433 sudo ufw hello 4433 et là ça va transférer notre générique shell en meter-preter. On va upgrader notre shell et on aura beaucoup plus de fonctions. Alors, si je fais mon interact, où am I? Ok, je suis NT Authority System. Donc, on peut aller là-dedans. On va aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Je dois avoir le flag. Ouais. On a notre flag. Ok, burn pass reflection. 15.1 session verbose PowerShell. Ouais, on va rester en PowerShell, c'est pas grave. Donc là, ça va migrer ma session. On va passer d'un dumb shell, d'un shell un peu abruti qui me permet juste de rentrer quelques commandes au shell meter-preter qui me permet d'activer, désactiver la caméra, d'enregistrer le son, de jouer des sons, d'exfiltrer toutes les données des navigateurs web, faire une copie des fichiers, exfiltrer les fichiers, faire une copie du disque dur. Donc voilà pourquoi j'aime pas trop Hermitage, parce que c'est bien pour débuter, mais je le trouve très très lent. Metasploit est beaucoup plus rapide. Donc franchement, c'est du Java. J'aime pas le Java. Je suis désolé. Je trouve ça vraiment pas optimisé. Toutes les applications en Java sous Kali Linux, c'est de la merde. Après voilà, s'il y a des devs confirmés et tout qui me disent que Java c'est bien, oui, c'est un bon paradigme en programmation. Par contre, les applications en Java, je suis désolé, c'est dégueulasse. Donc voilà, je suis en train d'avoir ce que j'aurais fait en 5 secondes sous Metasploit, je vais passer 45 secondes, mais bon, c'est pas grave. Et donc nouvelle machine, maintenant je vais vous montrer une migration. On va utiliser un module de post-exploitation. Je vais récupérer la session qu'on vient de choper. On voit que job 16, on a migré vers un meter-preter 64 bits, donc on était avec du générique en 32 bits, on est passé en meter-preter, et maintenant qu'on a notre meter-preter, on va pouvoir faire pas mal de trucs assez sympas.
Alors, imaginons que je veuille quoi? Dumper, quoi? Les haches. Qu'est-ce que je peux faire? Tu peux aller dans Windows, c'est sûr, ça sera dans Windows, mais fais une recherche par mot-clé. Je t'avais déjà montré le module quoi. Hash, dump. D'accord? On voit qu'il y en a plusieurs. Prends le bon. Rappelle-toi, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la post-exploitation. Il faut réfléchir de façon logique. Je fais de la post-exploitation. Je suis sur du Windows. Ok. Je vais dans Gather, réunir, regrouper, récupérer les credentials, les mots de passe, et je vais demander un hashdump. Voilà, on a la mission. Donc je passe sur la 7, on passe du shell à la metteur-prêteur qui est NT Authority System. Donc on a fait notre escalade de privilèges en plus, en su. Voilà, j'interagis avec la 7. Et maintenant, on peut aller chercher hashdump. Qu'est-ce qu'on a vu? Si on suit la logique, je suis dans un auxiliaire, je veux faire du gathering, mais sur du Windows. Ok, je veux gather quoi? Les mots de passe, les credentials, et j'ai hashdump. Hashdump, je vais dire, écoute, tu interagis avec la 7. Ça va pas marcher si j'utilise cette session. Pourquoi? Parce que c'est un shell classique. Il faut utiliser le metteur-prêteur. C'est ça qui nous permet d'utiliser tous les modules d'exploitation. Je le lance. Donc, il nous lance le job 22. Il est en train de récupérer les clés. Et il va dumper via la syskey, la master key, quoi. Il va dumper les haches. Donc, il nous dit qu'il n'y a pas d'astuce pour se rappeler de son mot de passe pour les utilisateurs. Ça pourrait nous donner une indication pour pirater les mots de passe. Et on récupère. D'accord? Le hash, maintenant, on peut faire une attaque pass the hash directement sur la machine. On a le Guest, on va avoir tout. Et donc, si on se baladait, on a notre metteur-prêteur 7. On voit qu'on a l'access. On peut voler les tokens, dumper les haches, faire de la persistance, installer de la persistance si on veut sur la machine. On a différentes techniques. Donc ça, c'est tous les modules. Et vous voyez que c'est contextuel. J'aurai pas les mêmes options sur le shell 6 classique que sur le metteur-prêteur. Je vais pouvoir interagir, metteur-prêteur shell, browser les fichiers, comme si on était, enregistrer les frappes utilisateurs. D'accord? Donc là, on peut commencer à uploader, à se balader dans le répertoire, uploader des fichiers, créer, lister des drives. On a pas mal d'options. Bon, c'est pas tout le temps compatible. C'est des vieux outils. On peut installer des pivots, faire un scan ARP pour voir les autres machines sur le réseau local, récupérer des screenshots, enregistrer les frappes, etc., etc. Donc moi, je veux juste un metteur-prêteur. Et on va voir ce qu'il y a chez TED. D'accord? Et on récupère notre flag user. Donc vous voyez, on envoie des instructions, ça nous dit si ça fonctionne ou pas, on récupère des informations, on les exfiltre, on aura du loot, ça va venir, et après vous allez enregistrer, vous aurez les mots de passe, tout ce que vous avez enregistré qui sera ici, d'accord? Donc il nous dit qu'on n'est pas contrôleur de domaine, ok. Là, il teste, on voit que ça passe, il nous a créé un processus, et on a TED, d'accord, avec le Smart Hashdump. On voit qu'on n'avait que l'administrateur. Là, on a enfin les deux. Donc voilà, ça conclut cette vidéo. On parlera un petit peu du pivot et des techniques avancées de ces deux. Et après, à vous d'utiliser. Vous en avez plein GitHub. Je vous mettrai la C2Metrics. Allez récupérer les C2, installez-les, paramétrez-les, gérez vos pare-feux, gérez votre SSH tunneling. Apprenez tout ça. Sinon, il n'y a pas de secret. Vous allez avoir des connaissances que vous n'aurez pas. Et le C2, on commence à rentrer dans la programmation offensive et dans le pivot, et ça va devenir hardcore, d'accord? Donc il vous faut les bases. Sans les bases, vous comprendrez jamais rien.
Donc je vous redirige vers les vidéos Metasploit pour mieux comprendre comment fonctionne l'outil. Une fois que vous aurez compris Metasploit, vous pourrez utiliser Hermitage. Je vous déconseille quand même Hermitage. Pourquoi? Parce qu'il est buggé, il est très vieux, il est plus maintenu et honnêtement c'est très très lent. D'accord? Donc c'est super utile quand on débute parce qu'il y a une interface graphique, ça nous rassure. Hein, on peut sélectionner les modules et tout ça, mais il n'y a rien de mieux que retrouver tout ça dans Metasploit et tu verras que ça va tourner beaucoup plus rapidement. Voilà, je préfère autant Metasploit. Hermitage, bof. Hein, Cobalt Strike est très bon, mais Hermitage, c'est un peu de la merde. Voilà. Donc, écoutez, moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.